Bonjour à tous. Merci d'être là, à la différence de ma voix, qui a décidé de ne pas venir à ma propre conf. C'est pas de chance. Donc merci à tous pour mon nouveau sujet, toujours sur de l'analyse transactionnelle. Mais cette année, j'ai souhaité vous parler de cohésion et de leadership. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne-Sophie. Je suis coach agile chez Xebia depuis 2017. En février prochain, je vais soutenir mon mémoire pour être coach professionnel et je suis aussi certifiée en analyse transactionnelle, ce qui me permet de vous parler un petit peu de ces sujets avec un tout petit peu plus de légitimité. Pourquoi ce sujet encore à Xebicon? Pourquoi m'acharner à vous parler d'analyse transactionnelle? Eh bien parce que depuis un an, je n'ai pas changé d'avis. Le processus, les processus et les outils, ok, super, mais les individus et les interactions me semblent avoir une puissance supplémentaire et un supplément d'âme. Et c'est pour ça que l'analyse transactionnelle, parce que c'est en l'occurrence ce qu'on appelle aussi la théorie organisationnelle de Berne, donc de l'analyse transactionnelle à l'échelle, c'est un outil qui s'intéresse à la systémique et donc qui s'intéresse à la compréhension des interactions entre les individus au sein d'un groupe. Alors, j'ai décidé de présenter aussi ce slot comme une petite user story pour les agilistes dans la salle. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est en situation de devoir prendre, qui souhaitait prendre, ou qui vous retrouvez, cas fortuit, à prendre le leadership au sein d'un groupe, et que vous voulez comprendre en quoi la cohésion est un concept clé du leadership, comment la cohésion fonctionne au regard du principe de frontière, dont on va beaucoup parler, et des processus relationnels, eh bien, ça va vous permettre, en l'occurrence, de trouver en bénéfice que votre groupe potentiellement va rester en vie et dans les meilleures conditions. Dérouler des festivités pour cette demi-heure rush que nous allons passer ensemble, je vous propose dans un premier temps de nous intéresser à ce qu'on appelle donc les frontières et les forces qui les animent. Ensuite, en tant que leader, eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Il va falloir consacrer du temps à autre chose que votre travail. Il va falloir consacrer du temps justement à la gestion de ces frontières, c'est-à-dire le processus relationnel. Faute de quoi? Eh bien, sachez que la cohésion va se faire, mais autrement, dans des conditions que peut-être vous n'avez pas envie de voir apparaître. Et donc, pour finir sur une note positive, je vous donnerai quelques petites astuces très rapidement sur comment agir et réagir par rapport à ces flux d'énergie psychique et physique que chaque individu possède au sein d'un groupe. Alors allons-y, commençons par qu'est-ce que c'est que ces frontières et comprendre du coup le principe de cohésion. Alors d'abord, un groupe, ce n'est ni une masse, ni une foule, ni une assemblée. Une masse, c'est, pour vous donner une image simple, la masse des gens qui marchent dans la rue. Ce sont des gens qui n'ont absolument rien en commun, tout au moins on ne le sait pas, on le présuppose éventuellement. Aucun objectif en commun, il y a juste une unité de temps et une unité de lieu en commun, c'est tout. Une foule, il y a au moins un objectif en commun. L'exemple que j'aime bien donner, c'est typiquement les gens qui le matin attendent les transports en commun. Vous ne faites pas le même métier, vous n'avez pas les mêmes vies, mais vous avez au moins un objectif en commun. Et en ce moment, c'est de galérer à attendre le RER et le métro, et plus encore à partir du 5 décembre. Donc big up, nous serons tous la foule des gens qui vont attendre désespérément les transports en commun. Mais nous ne serons toujours pas un groupe. Une assemblée, eh bien, c'est à l'intérieur de cette foule quelque chose qui va différencier certaines personnes des autres. L'exemple que je peux vous donner, c'est au sein d'un concert. Nous avons tous en commun, a priori, l'envie de venir voir le chanteur ou la chanteuse, mais à l'intérieur de cette foule, vous allez avoir certaines personnes qui vont être dans la fosse et d'autres qui vont être en carré VIP. Eh bien, vous allez voir que ces gens-là, typiquement, qui sont en carré VIP, eh bien, c'est une assemblée. Elle est d'ailleurs marquée par un zoning, donc par le territoire, et on va y revenir, par les frontières majeures extérieures physiques, qui montrent qu'il y a une différence entre la foule et cette assemblée au sein de cette foule. Pour autant, tout ça, c'est pas un groupe, au sens de l'analyse transactionnelle. Un groupe, ce sont des individus, nous dit l'analyse transactionnelle, qui sont certes en interaction, mais qui œuvrent en commun de sorte à produire une activité, donc autrement dit un travail, dans un environnement commun. Un groupe, au sens de l'analyse transactionnelle, pour le faire simple aussi aujourd'hui, eh bien, ça va se marquer par deux types de frontières. D'abord, ce qu'on appelle la frontière majeure externe, globalement, ce qui va différencier votre groupe du reste du monde. La zone de membership, je suis membre de ce groupe, versus les gens qui n'appartiennent pas à ce groupe. Frontière majeure extérieure,
et on va en reparler, qui se voit en général physiquement. Il y a un zoning de l'espace. Et quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible, c'est la frontière interne, et c'est la différence qui est faite entre la zone où se prennent les décisions, la zone de leadership, versus la zone de membership, là où se suivent les décisions. On va commencer tout de suite par vous donner quelque chose de plus concret sur les frontières majeures extérieures. Les frontières majeures extérieures, elles peuvent être trop imperméables ou trop perméables. Autrement dit, elles peuvent être fermées ou poreuses. Ce sont des exemples que j'ai pris en mission. Donc vous avez ici l'exemple de frontières qui sont extrêmement imperméables. C'est un bureau totalement fermé. Des vrais cas qui existent encore aujourd'hui. Dans des cas comme ça, on peut s'interroger pour le groupe à l'intérieur de cet espace sur la compétition qui peut régner au sein de ce groupe, mais aussi la collaboration de ce groupe avec le reste du monde. À l'inverse, toujours même cas de mission, d'ailleurs c'est assez marrant de noter que c'est au sein de la même mission, on y maniait les paradoxes à l'envi. Ici, on était donc dans un grand espace qui était un sous-sol, et d'ailleurs truc rigolo, vous voyez ici que les gens ont zoné l'espace spontanément, ils ont recréé une frontière. À l'origine, c'était un grand espace, du coup immense, tout est relatif, et donc là, c'était extrêmement perméable. Et du coup, on peut s'interroger, et nous nous interrogions d'ailleurs, sur le sentiment d'appartenance. Parce que le fait de pouvoir territorialiser l'espace de travail à l'échelle du groupe, c'est nécessaire au sentiment d'appartenance. Parce que faire circuler les salariés n'a jamais fait circuler l'information. Casser les murs ne casse pas les silos. Et l'open space, désolé s'il y a des adeptes, ne signifie pas l'open management. Alors, rapidement, parce que j'ai bon espoir que ce sujet intéresse pour pouvoir tenir 3 heures dans une conférence dont je tairai le nom l'année prochaine. Mais ce que je souhaiterais vous dire aujourd'hui, au regard de ces frontières majeures extérieures, c'est que l'architecture, et pas juste de l'aménagement de bureaux, l'architecture réelle des PLG peut agir sur ces frontières majeures extérieures. Et elle y a grand bénéfice. Pourquoi ? Parce qu'au sein d'un groupe, déjà, de 3 personnes, on va considérer qu'on va maintenir globalement 3 lignes de communication, c'est-à-dire 3 contrats sociaux. Quand on passe à 5 personnes, on augmente pourtant simplement de 2, eh bien le nombre d'interactions de personne à personne va passer à 10. Et quand on va être dans une équipe de 10, eh bien là, étonnamment, le nombre de contrats sociaux va augmenter de façon exponentielle, au-delà de 40. Alors vous imaginez bien que dans de grands open space de 100 personnes, les contrats sociaux sont complètement rompus. Vous allez perdre tous les avantages des communications personnelles. En revanche, vous allez conserver malheureusement tous les inconvénients, c'est-à-dire les impacts négatifs liés au bruit, à l'interruption, aux distractions durant votre travail, qui vont être générés par cette immense volumétrie de personnes. Et dans ces cas-là, on peut même s'interroger quant au fait qu'on revienne peut-être à quelque chose qui est davantage de l'ordre d'une masse ou d'une foule, mais très certainement pas un groupe de gens qui travaillent ensemble. Du coup, l'architecture, oui, est un moyen de répondre à ce principe de frontière majeure extérieure. Donc pour les gens qui sont en position de prendre le leadership, c'est déjà important de le savoir, mais pour autant, l'architecture, comme l'agilité, comme l'analyse transactionnelle, ne sont que des outils au service de l'humain. Cet outil de l'architecture peut permettre d'adresser la communication au sens large. Très rapidement aujourd'hui, sachez qu'elle peut agir sur la communication structurée, c'est-à-dire des espaces déterminés, créer des zones de travail, des zones créatives. Elle peut agir aussi sur tout ce qui est de l'ordre de la communication visuelle, avoir des surfaces d'expression, des surfaces d'information. Elle peut agir aussi sur la communication osmotique, qui est un principe très cher à Alistair Cockburn pour les agilistes dans la salle. Le fait de regrouper des gens au même endroit va créer l'osmose. Pour ceux qui ont la chance de vivre en couple, vous avez peut-être déjà constaté que vous n'avez pas toujours besoin de vous parler pour vous comprendre. C'est la même chose au sein d'un groupe de gens qui travaillent ensemble au quotidien, d'où l'intérêt de les regrouper dans une même unité de temps et de lieu. Communication sociale aussi, l'architecture agit à ce niveau puisqu'on va parler des principes de territorialité mais aussi d'identité spatiale de l'équipe. Et enfin, elle agit sur un principe qui nous est cher en agilité, mais pas que, aussi en craftsmanship, de l'amélioration continue par le biais d'espaces qui se voudront tantôt ludiques ou tantôt créatifs et qui n'ont rien du gadget.
c'était pour la frontière majeure extérieure. Ce que je viens de vous dire, d'un point de vue fermé ou poreuse, vous allez le retrouver exactement de la même manière, cette fois, en ce qui concerne la frontière majeure intérieure. Donc je le rappelle, ce qui va différencier la zone entre le leader et les membres de ce groupe. Là encore, si la zone qui différencie le leadership du membership est trop perméable, si tout le monde peut prendre les décisions au sein d'un groupe, si on ne sait plus qui est réellement le pilote de cet avion, eh bien, ça peut créer un certain nombre de dysfonctionnements. À l'inverse, si l'endroit où se prennent les décisions est totalement fermé, alors on peut s'interroger sur l'opacité qui va régner au sein de ce groupe, y compris pour les membres qui vont devoir être amenés à suivre les décisions des leaders, et on peut aussi s'interroger sur la compétition qui pourra éventuellement survenir entre ces leaders et qui pourra potentiellement donner une tyrannie entre les chefs qui seront à l'intérieur de cette zone de leadership. Alors, il faut savoir qu'au quotidien, même si ça vous semble un petit peu théorique tout ce que je vous raconte, au quotidien, nous franchissons des frontières. À partir du moment où nous rentrons dans un groupe, nous sortons d'un groupe, ou que quelqu'un est élu en tant que leader, en tant que responsable, lead tech, manager, whatever, que vous êtes à un poste de responsabilité et que quelqu'un d'autre, du coup, quitte ce poste pour vous le laisser, eh bien, nous franchissons les frontières. Et à chaque fois que nous franchissons des frontières, sans nous en rendre compte, nous faisons bouger des forces et nous activons des forces en franchissant ces frontières. On va considérer rapidement aujourd'hui que si la force qui vient de l'extérieur pour frapper le groupe, eh bien en l'occurrence, on va parler de pression. Si en l'occurrence la force vient de l'intérieur du groupe, donc ce sont les membres qui viennent entre guillemets attaquer la zone de leadership, on va parler d'agitation. Dans les deux cas, la réponse face à ces forces reste la même. Et la réponse est la cohésion. Alors la cohésion, c'est un principe qui semble très gentillet dans le langage populaire. En l'occurrence, c'est plutôt un ensemble de forces qui est quelque chose de l'ordre, quelque chose autour d'une notion de force de l'ordre. L'objectif est de, quelque part, maintenir associés des éléments dispersés, puisqu'il s'agit de maintenir associés les individus au sein de ce groupe et les énergies dont ces individus sont porteurs. La cohésion, ça va être l'ensemble des forces d'attraction que tous les membres qui appartiennent à ce groupe vont opérer pour que globalement nous restions ensemble au sein de ce groupe et que nous puissions continuer à travailler ensemble. La cohésion, elle est du coup là pour défendre les intérêts communs. Le point intéressant à noter aujourd'hui, c'est que toute intervention sur le maintien de la cohésion est un acte de leadership. Donc si vous agissez sur la cohésion, vous allez prendre une des fonctions du leadership et potentiellement vous retrouver à être leader, si ce n'est officiel, au moins effectif. Du coup, comme je vous le disais, maintenant qu'on a vu rapidement ce que c'était que ces frontières et ce que c'était du coup que ces forces qui animent ces frontières, comme je le disais en introduction, en tant que leader, vous n'allez pas pouvoir passer tout votre temps sur votre travail. Il est de votre responsabilité pour agir sur la cohésion, de travailler sur le processus relationnel, autrement dit sur les gens. Alors le leader, c'est une personne. Son rôle peut tourner. On a vu des managers, les uns et les autres, au cours de nos carrières, changer. On a pu être manager et puis on ne l'a plus été, on a pu être lead tech, whatever. Mais par contre, ce qui est certain au sens de l'analyse transactionnelle, c'est que le leadership est une fonction stable. Autrement dit, si vous êtes leader effectif mais que vous ne remplissez pas ce rôle, pour l'analyse transactionnelle, quelqu'un d'autre viendra prendre cette fonction. Le leader, on va considérer qu'il a donc pris le leadership, le leader, eh bien, il va recouvrer 3 rôles d'ordre symbolique au sens de l'analyse transactionnelle. Tout d'abord, il va agir sur le besoin de structure de la part de ses membres. Dans un second temps, il va être là pour agir sur les anxiétés individuelles de la part des membres de ce groupe. Et dans un troisième temps, il va être une surface de projection sur les perceptions que vont avoir les membres à l'intérieur de ce groupe. Beaucoup de responsabilités. Je vois des mines défaites dans la salle. Alors, en analyse transactionnelle, on considère que ce qui compte en termes de leadership, c'est votre conduite. Il y a beaucoup de bouquins aujourd'hui qui tentent à dire que pour être un bon leader, il faut être comme ci ou comme cela. En analyse transactionnelle, peut-être plus modestement, on considère que peu importe votre identité, elle n'appartient qu'à vous finalement. En revanche, ce qui est intéressant pour l'analyse transactionnelle, c'est votre conduite et c'est donc le faire. Via l'ordre symbolique que vous allez instaurer parce que vous allez agir sur les besoins de structure, les anxiétés individuelles et la surface de projection, vous allez permettre un transfert de la part des membres de votre groupe
on le verra, que ce soit dans l'antagonisme ou dans l'adhésion, mais néanmoins, vous allez permettre un transfert de la part des membres de ce groupe. Et à partir de ce moment-là, les gens vont attendre de vous 4 choses. La première, que vous soyez en capacité de les récompenser. Deuxième chose, que vous soyez en capacité de les punir. Alors, tout de suite, je tiens à dire, on n'est pas dans 50 Shades of Grey, c'est que dans l'analyse transactionnelle, on considère qu'on a des états du moi, parents, adultes et enfants. Et donc, enfants, au sens, voilà pourquoi on utilise des termes tels que récompenser et punir, qui peuvent être un petit peu infantilisants si on n'a pas la clé de lecture de ces états du moi de l'analyse transactionnelle. Donc, récompenser, punir, prendre des décisions irrévocables et enfin, protéger les frontières. D'où l'importance de connaître que ces frontières existent et de savoir comment elles fonctionnent. Alors évidemment, quand vous allez en tant que leader agir sur ces frontières, sur ce processus relationnel, vous n'allez pas agir sur votre travail, vous n'allez pas travailler. Mais pourtant, c'est quelque chose de sain et c'est ce qu'on attend de vous. Donc quand on entend des managers dire « j'ai autre chose à faire, j'ai du travail que de m'occuper des petites histoires de chacun », c'est en partie une erreur. Alors comment faire ? Au sein de votre groupe, en tant que leader, vous avez 2 options pour pouvoir agir sur la cohésion. Pour agir sur la cohésion, c'est agir sur les inclinaisons individuelles de chacun pour pouvoir maintenir cette cohésion. La première, la branche policière, elle est relativement bien maîtrisée dans les sociétés, c'est-à-dire rappeler à l'ordre, rappeler aux règles, rappeler au cadre. Ça, la plupart des leaders aujourd'hui s'y prennent plutôt bien. En revanche, vous avez aussi la branche idéologique. Et alors celle-ci, malheureusement, elle n'est pas beaucoup utilisée. Elle consiste à défendre et à renforcer la morale. Autrement dit, à agir sur les idées, sur les doctrines, sur la croyance, sur le cœur, on va y revenir, sur les valeurs. J'ai souhaité faire un focus là-dessus, sur l'idéologie, parce que c'est vraiment quelque chose d'utile en termes de cohésion. Ça va vous permettre, en tant que leader, de relancer votre activité, ça va vous permettre aussi de garder intact le moral de votre groupe, mais également de pouvoir façonner un leadership qui va être à votre image, d'attirer potentiellement de nouveaux membres qui vont ressembler au groupe tel que vous le souhaitez. Et enfin, et non des moindres, cela va vous permettre de marquer certes la tête, mais aussi le cœur, de sorte à ce que l'action, c'est-à-dire le travail, soit dans le sens que vous le souhaitez. Il y a souvent une confusion qui est faite en Occident. On est une société très cérébrale où on considère que tout est dans l'idée. C'est faux. Vous pouvez comprendre quelque chose avec votre tête, mais si vous n'y croyez pas avec votre cœur, il n'y aura pas d'alignement. Et vous allez peut-être faire la chose, vous allez peut-être faire votre travail, mais pas à l'état maximal. L'idéologie est un moyen de pouvoir attaquer, si j'ose dire, à la fois le cérébral, mais aussi la croyance, le cœur. Comment faire ? Vous avez 3 options pour pouvoir agir sur cet alignement, la sacralisation, la propagande, les cérémonies. Exemple de sacralisation, l'Axébicon. L'Axébicon est un exemple chez Xebia de sacralisation. C'est une journée sacrée. Je ne connais pas un consultant aujourd'hui qui est en mission. Ou pire, il est dans son lit, big up à Nelson qui est malade, mais c'est tout. Tout le monde vient à l'Axébicon. Et tous les mois, nous avons une journée qu'on appelle le XKE. Tout le monde vient à cette journée qui s'appelle le XKE. C'est sacré, sacralisation. Deuxième chose, la propagande, le logo, le nom, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes en termes aussi de sentiment d'appartenance. Vous allez agir sur l'idéologie, donc ne traitez pas comme si c'était quelque chose d'un petit peu gadget, l'intérêt que les gens peuvent porter sur un logo ou sur le nom d'une entreprise ou même le nom d'une équipe agile ou le logo que vous allez donner à cette équipe, c'est quelque chose d'extrêmement structurant sur l'idéologie et donc sur la cohésion. Et enfin, les cérémonies. Chez Xebia, Publicis Sapient Engineering, nous avons l'habitude, pour tous les nouveaux qui arrivent dans l'entreprise, de faire en sorte que ces gens, tout le monde, j'y suis aussi passée, se présentent pendant 15 minutes devant tous les employés, tous les gens de Xebia. Eh bien, toutes ces choses-là, sacralisation, propagande, cérémonie, ce sont des moyens de marquer l'histoire de votre groupe et donc d'agir sur la cohésion. Ça, c'était pour l'intérieur du groupe. Maintenant, en tant que leader, qu'est-ce que les membres de votre groupe attendent de vous vis-à-vis de l'extérieur du groupe ? Globalement, vous allez être là pour réguler les entrées et les sorties par rapport à la frontière majeure extérieure, donc par rapport à ce qui vient de l'extérieur, par rapport aux forces de pression de l'extérieur, pour préserver l'énergie au sein de votre groupe. La première chose, c'est sur notamment l'acquisition des nouveaux membres, savoir qui rentre et qui sort au sein de votre groupe. En tant que leader, on attend de vous, généralement, que vous soyez au moins
intéressé au recrutement des gens qui vont rentrer et aussi de savoir qui part de votre groupe. Mais un petit peu plus tricky, vous êtes aussi responsable des nouvelles informations qui rentrent au sein de votre groupe. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en termes de communication, vous allez devoir doser quelle information donner à quel moment aux membres de votre groupe. Toutes les informations ne sont pas bonnes à dire à un instant T, même si elles sont lourdes à porter aux membres de votre groupe. L'objectif, pour maintenir la cohésion, c'est de viser l'efficience. Autrement dit, la science des fainéants, en faire le plus possible avec le moins possible d'énergie, ce qui est différent de l'efficacité. Si vous jouez correctement votre rôle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez prendre le leadership de deux manières. La première étant l'antagonisme, la deuxième étant l'adhésion. Vous allez faire transfert, antagonisme ou adhésion. Et en parallèle d'une activité claire, c'est-à-dire d'un travail clair avec des règles et un cadre clair pour chacun, globalement, la cohésion va pouvoir se faire. N'ayez pas peur dans un premier temps de prendre l'antagonisme, c'est souvent une erreur qui est commise, de croire que quelqu'un qui a pris l'antagonisme n'est pas leader, c'est tout l'inverse. Ça peut être même une première étape avant potentiellement de pouvoir remporter l'adhésion. C'est tout au moins une fonction du leadership, certes pénible pour la personne qui le vit, mais vous le verrez, ça va éviter de tomber dans certains écueils que le groupe va potentiellement faire pour faire cohésion. Nous n'avons plus le temps, je le sais, donc je vais simplement, et ma voix va m'en être tout à fait reconnaissante, il y a d'autres écueils, bien sûr, dans lesquels le leader peut tomber, ce qui va grandement impacter la cohésion. Je ne les détaille pas, vous pouvez le prendre en photo, j'espère avoir l'occasion d'y revenir, mais on notera tout de même que l'un des premiers écueils pour flinguer la cohésion, c'est de ne pas protéger les frontières. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on n'y arrive pas, si en tant que leader on échoue, comme je viens de vous le dire, eh bien sachez que l'humain est assez étonnant, en tout cas moi il me fascine. Le groupe va tout de même faire cohésion, mais il va le faire autrement. Je vous propose aujourd'hui rapidement 3 petites techniques que peut-être vous connaissez déjà pour faire cohésion au sein d'un groupe quand le leadership a échoué. La première, c'est la technique du bouc émissaire. C'est un moyen de faire cohésion ensemble envers soit un persécuteur commun, l'ennemi commun, soit envers une victime commune. En analyse transactionnelle, on parle de jeu psychologique. C'est assez marrant d'ailleurs de se souvenir qu'à l'origine, on chassait le mouton du village, donc on passait. Il y avait le franchissement de cette frontière majeure extérieure qui marquait le zoning entre le village et on chassait l'animal avec tout un tas de petits messages qu'on avait mis dessus, toutes les saloperies qu'on avait pu dire sur le voisin, on l'écrivait, on le mettait au poil du mouton, à sa laine, et on chassait le mouton réellement à l'extérieur de la frontière majeure extérieure pour faire une purge. Là, c'est exactement la même chose, ce qu'on fait sur le bouc émissaire. C'est lui qui porte tous les maux du groupe et voire tous les maux de l'humanité. Je fais vite. Technique numéro 2. Secret et loyauté. Le secret au sein d'un groupe, c'est quelque chose d'importance vitale. C'est normal au sein d'un groupe d'avoir des petits secrets. Tous les groupes aujourd'hui que je connais dans l'agilité, maintenant c'est plus en plus, on a son groupe WhatsApp, on a des Slack, et puis on se dit des trucs qu'on ne va pas dire au reste du monde. Ça ne regarde que nous. Ça, c'est un ciment. Un petit peu de secret, c'est en effet le ciment d'un groupe. Mais malheureusement, quand le leadership a échoué, vous allez vous apercevoir que le secret se répand de plus en plus et que les membres de ce groupe vont avoir tendance à cacher de plus en plus de choses au reste du monde. Et ce groupe va devenir même presque opaque vis-à-vis du reste du monde. C'est même d'ailleurs ce même genre de groupe qui va avoir tendance à se mettre dans des bureaux tels que je vous l'ai montré au début pour renforcer le secret. Et malheureusement, d'un sentiment ou tout au moins d'une intention au départ naturelle pour finalement faire cohésion, on va se retrouver à créer des dysfonctionnements au sein de l'organisation, quand on parle d'équipe, mais même à terme au sein de ce groupe, parce que le groupe va finalement virer à l'explosion, à l'implosion même, puisque c'est en interne. Troisième technique pour du coup faire cohésion, c'est d'arrêter de mettre l'énergie pour essayer de faire face à la peur. Alors il faut savoir que globalement, en tant qu'être humain, on a peur de beaucoup de choses, même dans le milieu professionnel. On a peur de la diversité, on a peur de la différence, on a peur de l'inconnu, on a peur de l'autre. Et puis malheureusement, pour ceux qui, comme moi, travaillent dans des environnements de transformation, de changement, on a très peur du changement, a fortiori du changement dont on ne voit pas le sens. Du coup, se replier sur soi et donc cesser de lutter face à ses peurs, c'est un moyen qui semble plutôt logique pour garder cette énergie qu'on mettait auparavant sur arrêter d'avoir peur. On le remet en concentration à l'intérieur du groupe. Ça permet en effet de faire cohésion.
Là aussi, ça ne marche qu'un temps, puisque dans un premier temps, certes, vous allez être plutôt soudés au sein des membres de votre groupe, mais cette peur, malheureusement, comme un virus, elle va se propager en dehors de votre groupe, elle va se répandre et elle va finir par vous revenir en boomerang, même au sein de votre groupe, et donc elle va occasionner de gros dysfonctionnements au sein de l'organisation. Donc malheureusement, technique très court-termiste pour essayer de faire cohésion. Vous allez me dire, c'est super joyeux tout ça, donc comment on fait? Est-ce qu'on repart de là en se disant tout est terminé? Eh bien non, parce que si vous avez décidé de prendre le leadership, d'agir en tant que leader, eh bien dans ces cas-là, j'ai quelques petites astuces pour vous aujourd'hui. On va essayer de travailler sur les flux d'énergie. Alors globalement, j'ai mis une formule mathématique que j'ai mis à peu près une demi-heure à comprendre. Ce qu'on se dit, c'est que A, donc activité, plus FME, FMI, donc en gros, le temps que vous passez sur la gestion de l'activité et le temps que vous passez sur la gestion des frontières doit faire 100%. Globalement, si vous passez du temps sur l'activité, c'est autant de temps que vous ne mettrez pas sur le processus relationnel. Là, vous avez un exemple, 100% du coup, de groupe qui est en posture défensive. C'est typiquement l'exemple qu'on pourrait donner d'un groupe qui subit un rachat. Toute l'énergie va être mise au service de la défense de la frontière majeure extérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir globalement à l'intérieur de ce groupe une fluidité au niveau de la frontière majeure intérieure, que globalement, pour vous la faire simple, les membres ne vont pas trop aller embêter les leaders du groupe parce que tout le monde est préoccupé vers l'extérieur. Mais on ne va pas non plus travailler de fou pendant ces temps-là, parce qu'on va être focalisé sur défendre la frontière majeure extérieure. C'est un exemple, il n'y a pas forcément besoin d'être à un 50-50, et c'est là où ça devient beaucoup plus subtil. Ce qu'on se dit, c'est que les énergies, elles viennent d'où? Elles viennent des gens, ce sont des énergies psychiques, relationnelles, et qu'elles sont soumises aux mêmes lois physiques que je ne connais toujours pas, d'expansion et de concentration, mais j'ai compris quand même ouverture, fermeture, et c'est de cela dont il s'agit. L'objectif est de savoir alterner ces flux d'énergie en ouverture ou en fermeture. Si on veut agir en ouverture, eh bien vous allez plutôt de tout ce qui est autour de l'ordre des questions ouvertes, le fait de donner des permissions aux membres, le fait aussi d'ouvrir la frontière, donc ça veut dire être plutôt dans une communication informelle, et pour ceux qui connaissent l'analyse transactionnelle, d'être plutôt sur des transactions de l'ordre de l'état du moi enfant. À l'inverse, si vous souhaitez essayer d'agir sur de la concentration au niveau des frontières, eh bien là on va plutôt être sur des questions fermées, sur de la protection des gens et des frontières, sur le fait de consolider, sur un langage plutôt formel et sur un état du moi plutôt parent. Sachez que la personne qui va être capable de repérer, de piloter, mais aussi d'équilibrer ces flux, va pour le coup devenir le leader effectif. Sauf si vous faites tout ce que je ne vous ai pas détaillé très mal, mais vraisemblablement, vous allez prendre le leadership. Petit tips, comment on fait pragmatiquement, Anne-Sophie, pour agir sur la frontière majeure extérieure en concentration et en expansion? Si vous souhaitez agir donc sur votre groupe versus le reste du monde, agir en concentration, très pragmatiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, dans le cadre d'une réunion, parce qu'un groupe, je vous l'ai dit, ou peut-être pas, mais c'était écrit sur les slides, ça peut être certes une entreprise, ça peut être un groupe, mais ça peut aussi être une réunion. Donc, en tant que leader, si vous souhaitez agir en concentration, ça va être votre capacité simplement à dire « Allez, on commence, on ferme la porte, on éteint les téléphones portables, on ferme les ordinateurs ». Concentration, reconcentration de l'énergie. Ça va être aussi votre capacité à intégrer un nouveau membre à l'intérieur de ce groupe. Ça, c'est jouer en concentration de l'énergie. Si vous souhaitez être plutôt dans l'expansion vis-à-vis du reste du monde, eh bien, ça va être la capacité à faire des pauses durant une réunion, faire des pauses aussi durant une transformation, faire des pauses au sein d'une équipe, savoir par moment faire des sprints peut-être pour faire autre chose que le produit, parce que l'équipe en a besoin. Ça aussi, c'est faire un acte de leadership. La capacité également à aider le groupe à se séparer d'un membre, c'est aussi agir en expansion vis-à-vis de l'extérieur. La personne part. Comment faire au sein de votre groupe, vous, à l'intérieur de votre zone de leadership, versus les gens qui sont à l'intérieur de votre groupe, en concentration. Les membres vont attendre de votre part que vous soyez donc en capacité à prendre le leadership, certes, sur le processus, sur le comment, mais aussi sur le quoi. Votre capacité aussi va être interrogée à rappeler les règles, recentrer les objectifs, mobiliser les compétences de chacun. Si vous souhaitez, à l'inverse, travailler en expansion, on va plutôt être autour de tout ce qui est de la délégation, c'est-à-dire céder une partie de votre leadership sur les expertises de chacun et donner des responsabilités.
enfin sur l'activité, comment agir. En concentration, ça va être votre capacité à réorienter sur l'objectif quand celui-ci devient irréaliste ou de moins en moins compréhensible, mais aussi votre capacité à rappeler le sens, notamment dans le cadre de transformation agile, le sens de la mission. Si vous souhaitez agir maintenant en expansion, eh bien on va plutôt parler de votre capacité à générer des idées pour votre groupe, mais aussi à interpréter et à donner du sens à des signaux faibles, à des signaux menaçants, à des signaux aussi porteurs d'opportunités pour l'avancement de votre groupe. Takeaway. Si vous êtes en capacité et que vous devez aider un leader, aidez-le à repérer là où il travaille. Est-ce qu'il est en train de travailler sur le processus relationnel ou est-ce qu'il est en train de travailler sur l'activité? C'est une régulation, ça demande un œil averti, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça demande un petit peu d'expérience, vous pouvez vous entraîner dès demain. Face à un manager qui est trop investi dans le processus, donc trop sur les histoires des gens et un peu moins sur son travail ou sur le travail en général, on va regarder certes l'individu, mais on va aussi s'intéresser aux raisons qui vont faire en sorte que cet individu agit de la sorte. Regardez du côté des mécanismes de l'organisation qui le poussent à prendre ce rôle. Essayez d'aider le leader, dans tous les cas, à alterner cette gestion en concentration et en expansion, et essayez, parce que ça va de toute façon modifier le processus et donc la cohésion. Encore une fois, certains groupes vont être plus réceptifs à la concentration, d'autres plus réceptifs à l'expansion, et c'est en fonction du contexte et du moment. En tout cas, ce qui est clé, c'est d'essayer au moins de repérer la frontière qui crame le plus de gaz, qui prend le plus d'énergie à vous et aux membres de votre groupe. Tout cela étant dit, encore une fois, vous avez vu que j'avais mis peut-être du Star Wars, alors que la force soit avec vous si vous souhaitez expérimenter dès demain en mission. N'oubliez pas, aucun changement ne peut se faire sans protection. Ne faites pas les apprentis sorciers. Nous ne sommes que des apprentis. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous conseille le très bon bouquin de François Vergonjane, Coacher les groupes et les organisations, qui en dira beaucoup plus encore que ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et je remercie l'entreprise Agile Concrete à qui j'ai piqué un certain nombre de slides sur l'architecture. Merci beaucoup. Comme nous sommes time out et que ma voix vous en sera gré, si vous avez des questions, je suis disponible en one-one après et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.